Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes des millions à nous suivre sur toute l'étendue du territoire national congolais, mais aussi à travers le monde entier par la magie du satellite. Bienvenue à votre émission de préférence, la plus grande émission scientifique de la République démocratique du Congo, Liberté d'opinion, qui reçoit pour une troisième fois consécutive un professeur d'université, après le professeur Bakandeja et le professeur Robert. Des LISIPA, professeur Bakandeja et professeur, docteur en droit économique. Aujourd'hui, nous recevons un autre professeur de l'université de Kinshasa. Il s'agit du professeur Photios Kipambala. Il est docteur en philosophie. Il enseigne à l'université de Kinshasa, nous l'avons dit. Il est prêtre et père orthodoxe, auteur de plusieurs ouvrages. Vous l'avez déjà découvert sur Mon Plateau, à travers l'un de ses ouvrages antérieurement publié, avant celui qui fait l'objet de cette émission, le nouvel ouvrage paru récemment en 2023 s'intitule « Théorie bochabonienne de l'État ou politique instrumentaliste ». Théorie bochabonienne de l'État ou politique instrumentaliste. C'est un ouvrage préfacé, mesdames et messieurs, par Alexandre Katranis, publié aux éditions Romy à Thessalonique, en Grèce, en 2023, je l'ai dit, un ouvrage de 419 pages. C'est une valise épistémologique dont nous allons découvrir le contenu. L'ouvrage est reparti en 3 parties, chacune ayant 2 chapitres de manière équilibrée. Professeur Photios Kipambala, bonjour. Bonjour, monsieur Louis Dorbaleklai. Merci beaucoup. Vous m'avez toujours façonné par votre spontanéité à répondre à mes invitations sur mon plateau. C'est juste hier soir que je vous ai contacté. Nous avons fait rapidement le briefing de cet ouvrage avant de monter sur ce plateau. Alors, la première question porte sur les titres de l'ouvrage. Théorie bochabonienne de l'État ou politique instrumentaliste. Comment expliquez-vous cet intitulé, bochabonienne? Pourquoi théorie bochabonienne? Merci beaucoup pour ce que vous venez de me poser comme question. Et nous savons déjà que le titre d'un ouvrage ne dit pas seulement ce que l'ouvrage veut dire. Nous avons la théorie des idées de Platon, mais écrit Parménide. Le titre de l'ouvrage était Parménide, mais ça parlait de la théorie des idées de Platon. Pourquoi théorie des idées de Platon en ce moment-là? Parce que Platon voudrait parler de la théorie des idées telle qu'exprimée par Parménide. Moi aussi, je voudrais parler de la théorie de l'État telle qu'exprimée par Bochab. C'est pourquoi j'ai dit théorie bochabonienne de l'État, ou en quelque sorte les politiques instrumentalistes. Alors, une question qui m'est taraude de l'esprit d'entrée des jeux. Je vous ai présenté en avant-propos comme professeur de philosophie. J'ai eu la chance aussi de faire un peu de philosophie. Comment voulez-vous qu'un professeur de philosophie se penche sur la théorie d'un juriste constitutionnaliste de surcroît? Comment expliquez-vous cette filiation scientifique, épistémologique? D'abord, il faut savoir que les professeurs de droit, qui est le professeur Bochab, au niveau des doctorats, les gens ne sont plus des techniciens. Mais en réalité, il faudrait comprendre que moi, je suis aussi constitutionnaliste. C'est-à-dire, j'étudie comment s'organise l'État et surtout dans sa constitution. Et donc vous êtes constitutionnaliste, c'est-à-dire vous avez fait le droit constitutionnel? Non, voilà. Le droit constitutionnel est une des sciences constitutionnalistes.
comprenez? Oui. Donc la Constitution est étudiée de différentes manières, selon les droits, selon la philosophie, selon la science politique, selon différents domaines. Mais au Congo, ici, bon, pas seulement au Congo, quelque part, on est en train de vouloir montrer que ceux qui ont fait les droits publics sont des constitutionnalistes. Non, les droits publics, oui, vous pouvez étudier les droits publics, la théorie, mais vous n'êtes pas constitutionnaliste. J'entends des gens qui sortent de la télé. Moi, en tant que constitutionnaliste, je regarde, je dis, bon, on les comprend. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai étudié, et c'est ça mon chemin de bataille, mon cheval de bataille. La fois passée, j'ai publié Chimère du droit constitutionnel. Un ouvrage, je le rappelle, qui a été préfacé par Évariste Bochab. Oui, ça me permet de rebondir également sur la même question. On ne vous a jamais vu parmi les assistants de Bochab à la faculté de droit, à l'UNIKIN et consorts, mais déjà, avant ce livre, vous publiez un autre ouvrage, Chimère du droit constitutionnel. On y a consacré toute une émission ici, préfacé par Bochab. Je reste encore sur ma soif. Comment expliquez-vous cet attachement à Évariste Bochab? Même physiquement, d'après mes renseignements, vous n'êtes même pas dans son siège immédiat, comme collaborateur, comme ami. C'est quoi? Oui, bon, c'est la science, hein? La science, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, comme scientifique, comme constitutionnaliste, je me suis dit il faut lire les constitutionnalistes juristes. Et je suis allé dans la bibliothèque, je me suis mis à lire, et j'ai rencontré beaucoup de livres de juristes, de caractère général, hein, sont des livres d'enseignement secondaire, d'enseignement universitaire. Oui, ce sont de bonnes théories, mais qui ne sont pas les théories nées de ces gens-là, des auteurs. Alors, Bochab, quand je l'ai lu, le premier ouvrage que j'ai lu de Bochab qui m'a vraiment beaucoup bouleversé, c'était les partis politiques. Entre le colombe et les faucons, où vont les partis politiques? J'ai lu aussi l'ouvrage. En lisant cet ouvrage, d'ailleurs, le préfacier a fait... Sa préface était... très élogieuse, là, oui. Bon, sa préface ne donnait pas que quand vous voulez lire l'ouvrage, que vous sentiez qu'est-ce que l'auteur veut dire. Alors, le préfacé m'a un peu déçu. Et j'ai pris vraiment l'ouvrage pour lire sans tenir compte de la préface. J'ai lu, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y a une théorie qui se profile là-dedans. Alors je me suis dit, il a fait une belle catégorisation des partis politiques. C'était vraiment un livre très pépant. Alors je me suis dit, bon, à ce niveau-ci, s'il a écrit ce livre, qu'est-ce que je peux encore découvrir avant qu'il n'écrive ce livre? Il doit avoir fait d'autres études. Et c'est comme ça que je suis allé voir le professeur Bochab dans tout ce qu'il a produit. J'ai vu un de ses ouvrages sur les agents, gendarmes de l'État, l'administration. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui va. Si nous ne suivons pas ce que Bochab est en train de dire, l'État congolais va se perdre. Et là, c'est un des grands éléments qui a fait qu'aujourd'hui, que j'ai y pensé sur la théorie bochabonienne. Est-ce que vous avez eu à lire aussi Le pouvoir coutumier, L'épreuve du temps? Tous ces ouvrages ont été lus ici et pas seulement lui exploité. Donc ce sont des livres qui sont tellement exploités dans cet ouvrage. Et après ça, j'ai pris tous les autres constitutionnalistes. Bon, à l'UNIKIN, je n'ai pas vu un constitutionnaliste autre pour affronter sa pensée à celle de Bochab. Donc à l'UNIKIN, il n'y a personne selon ce que j'avais vu. Comment exprimez-vous ce genre de louanges à l'endroit de Bochab alors qu'il y a d'autres constitutionnalistes? Il y a le professeur Mbata, il y a bien d'autres, les Willy Makiach et les autres. Pourquoi vraiment vous ne ciblez que Bochab, qui d'ailleurs a écrit un ouvrage qui a fait un tollé entre la révision constitutionnelle et l'inanition de l'État? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir vraiment opté pour une référence épistémologique qui vous arme du point de vue argumentatif? Bon, le professeur Mbata a écrit, mais je n'ai jamais vu un livre. Hein? Je connais certains articles. Bon, les articles résolvent des problèmes.
Je n'ai jamais vu un livre de Mbata sur la thématique. Cette fois, aller dans sa bibliothèque en Afrique Non, du Sud. non. Bon, moi, j'ai publié ici, à Thessalonique, on a mes livres. En France, ils ont les livres. Donc, les livres, ce n'est pas par rapport... D'accord. En fait, ce n'est pas la question. On revient à l'essentiel. Alors, dans cet ouvrage, la théorie bochabonienne, ou la politique instrumentaliste, je pose une question de recherche. C'est quoi votre problème de recherche et quelle est la question de départ que vous posez dans cet ouvrage? Bon, la question de départ, quand on dit théorie de l'État, enfin, le problème, c'est la théorie de l'État. Il faut savoir que les juristes, comme vous avez cité Makache, c'est mon grand frère, attention. Oui. Il a publié, il a soutenu sa thèse sur la Constitution comme l'élément de l'État. Oui. Il a publié ça. Oui. Mais la justification est un peu difficile. Parce qu'il définit l'État selon l'extension. L'État est composé de, vous voyez, territoire, population, tout ça. C'est beau. Mais maintenant, quand tu veux réfléchir, tu vas réfléchir comment? Parce que tu dis, tu donnes les éléments, ok. Constitutifs d'un État. Quand tu veux étudier, tu vas faire quoi? Parce que la science dit, on donne la définition en compréhension, les enfants des primaires aussi savent. On donne la définition en compréhension parce qu'on veut ressortir la caractéristique commune de tous les éléments. Donc, il faut chercher à donner la caractéristique commune qu'il y a entre les territoires et la population. Quelle est la caractéristique commune entre l'État et la population? Entre la population et les institutions. Donc, tout ça, ça demande que vous abordiez l'État pas comme ce qui est palpable, mais il faut l'étudier comme une idée. Et c'est comme ça, quand j'ai lu Bochab, et j'ai trouvé vraiment qu'il a une idée de l'État. Comme il définit, l'État, c'est un itinéraire de l'esprit, mais pas comme l'esprit absolu d'Hegel. Hegel, vous connaissez Hegel? Oui, lui a défini l'État comme la marche de l'esprit absolu. L'esprit absolu. Et vous voyez aujourd'hui les Européens comment ils nous menacent parce que leur État est absolu. Donc ils ne souffrent de rien. Mais Bochab a vu et voilà, aujourd'hui ça nous donne une possibilité de croire que ce n'est pas l'esprit absolu. C'est ça. C'est culturel. Ça dépend du moment où on est. C'est vraiment relatif. C'est ça. Alors, quand j'essaie de parcourir cet ouvrage de 419 pages, je me réalise que vous dégagez deux concepts clés de la pensée de Bochab, l'effort et la mesure. Est-ce que vous pouvez réduire les limites des téléspectateurs sur ces deux notions dans cet ouvrage? Bon, le professeur Bochab, il pense l'État selon les deux principes, l'effort et la mesure. Commençons d'abord par l'effort. Il dit ceci, quand vous réfléchissez de notre État, parce qu'il ne dit pas l'État vague de notre État, vous trouverez qu'il y a certaines choses dont il a parlé dans la révision de la Constitution. Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de l'État. Il a dit il y a certains éléments que nous puisons sans savoir pourquoi nous les avons puisés. Et on les puise où? On les puise dans des lectures. Et cela s'est fait remarquer dans beaucoup d'études. Un juriste sort, il dit, moi je suis constitutionnaliste, en Europe je n'ai jamais vu ça, et j'ai parcouru, je n'ai jamais vu ça, mais il ne sait pas que ce que l'Europe ou ce que les États-Unis prononcent ou arrivent à dire, c'est ce qui est lié à eux. Ce n'est pas lié à nous. Donc l'effort que nous devons fournir, c'est de vraiment revenir à nous, de créer un contexte, et c'est pourquoi les chapitres sur comment on dit,
les chapitres qui se basent sur le justification. le nominalisme méthodologique, il faut que ça soit lié à ces nominalismes pour que les textes ne soient pas liés anciens. Ça doit être toujours nouveau, et c'est dans la linguistique qu'on pourrait arriver à ça. Ça, c'est le problème de l'effort. Mais maintenant, la mesure, c'est le problème des limites. Vous ne pouvez pas faire votre étude ou faire tout ce que vous pouvez faire dans votre république ou dans votre État sans tenir compte de la mesure. Parce que tout est selon la ligne. Vous arrivez à donner les éléments. Notre Constitution dit que vous devez être Congolais pour faire telle action. Ça, ce sont des limites. Mais maintenant, vous allez voir quelque part, on veut ajouter un autre élément qui n'est pas l'élément de la limite. On veut ajouter parce qu'on sait que si on ajoute cet élément, on va aller loin. Et quand on va loin, on sort du contexte. Et c'est comme ça, Bochab donne seulement, il faut vraiment garder ces deux principes, l'effort et la mesure. Alors, professeur Photios Kipambala, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Kinshasa. Alors, quand je parcours votre ouvrage, la question de départ que vous vous posez est celle de savoir si notre pays, comme société, est un État. Ouais. Comment y répondez-vous? Bon, il y a un problème vraiment très sérieux, parce que la marche de l'esprit, comme Bochab le dit, nous fait prouver des difficultés actuellement. Actuellement, je me demande, nous n'avons pas un État. Comment ça? Parce que nous n'avons pas de parlement. Bon, les hommes honnêtes connaissent ça, mais les autres, vous voyez seulement les parlements, vous voyez les bureaux où les gens restent, et vous voyez la Cour constitutionnelle, vous voyez la Cour constitutionnelle, et vous dites, non, tel élément, il n'y en a pas. Les députés, nous ne les avons pas, parce qu'il n'y a aucun député qui est d'un parti politique là-bas où ils sont. Comment ça? Les députés sont élus sur les listes de leur parti politique. En 2020, c'était aboli. Le problème des listes n'existe plus. Donc chacun, tu es élu. Même si tu as été élu sur la liste, tu viens, tu choisis, tu es majoritaire ou minoritaire. C'est toi qui choisis. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui décide au Parlement. Donc les gens sont là, pas selon c'est pourquoi ils ont été élus, ou la liste leur a fait donner la possibilité d'être majoritaire ou opposition. Ils sont là selon leur vouloir. Donc, les gens sont au Parlement, pas par rapport à l'État, à la Constitution même. Ils sont là librement. Ils sont libres. Les élus ne font plus allégeance à leur parti, c'est ce que vous voulez dire. Je ne sais pas si on peut les appeler élus, parce que... Ça, c'est votre lecture en tant que scientifique, mais politiquement, ça ne tient pas la roue. Non, politiquement, c'est ça la vérité. Et même politiquement. La vérité scientifique, mais pas politique. Non, quelle est la vérité politique? La politique, c'est la science, d'abord. Ils peuvent mener une vie politicienne, mais ça ne sera pas la politique. Parce que, à supposer que, bon, pas à supposer, on prend au Parlement, on va là-bas, mais les maris, comment on l'appelle encore, Mouchébekwa, arrivent au Parlement. Oui, malheureusement, on ne fait pas la casuistique. Oui, non, on arrive. On cite pas les qui peut être du PPRD là-bas au Parlement? Bon, non, qui peut être du PPRD? Non, ça vous de répondre. Moi c'est seulement de vous poser des questions. Il n'y a pas de PPRD, il n'y a pas de PALU, il n'y a pas d'IDEMO, il n'y a pas d'IDPS, il n'y a rien là-bas. Au Parlement, il n'y a pas ça. Il y a quoi, selon vous? Il y a seulement des jeunes gens les gens qui se sont réunis là-bas.
Il n'a pas un député. Mais qui ont les mandats du peuple. Non, ils n'ont pas le mandat du peuple. Le mandat a fini les jours où on a dit vous venez vous inscrire tel que vous avez voulu. Vous voulez la majorité ou l'opposition. Ce n'était pas vous savez que Mais c'est le jeu politique, monsieur, qui parle. Non. J'ai fait beaucoup d'émissions avec vous sur la télévision nationale congolaise. C'est la même pratique qu'on a vue sous les différents régimes qui ont précédé. Non. Mais vous n'avez jamais levé le ton pour dire que ce n'est pas une pratique constitutionnelle ou démocratique. Non, attendez. Oui. Bon, les législatures passées, il n'y avait personne qui était de la liste de PPRD, mais il est de la majorité ou de l'opposition. Il n'y en a pas. Il n'en avait pas eu. Vous pouvez regarder, il n'en avait pas eu. C'était qu'un groupe de parlementaires, selon leur liste, vont déposer que nous adhérons à la majorité. Ou bien ils vont déposer, nous allons vers l'opposition. Non, professeur, je vous rappelle qu'il y a la notion de groupe parlementaire, l'Assemblée nationale. Oui. Et les groupes parlementaires sont composés en fonction, n'est-ce pas, des partis politiques alliés et consorts. Mais est-ce que donc ça veut dire quand même qu'il y a une appartenance politique. Notre Parlement a des groupes parlementaires. Si. Comment? Non, parce qu'ils n'en ont pas. Ah, ça c'est selon vous. Non, c'est pas selon moi. Oui. Ils n'ont pas de groupe parlementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, professeur, vous vivez à Athènes ou à Kinshasa? Je dis ils n'en ont pas. Il n'y a pas de groupe parlementaire au Parlement là-bas. Mais sous les anciens régimes, il y en avait. Mais il y avait des groupes parlementaires. Comment vous pouvez expliquer cette antinomie? Au groupe, j'ai dit en 2020. On avait détruit tout ça, ça n'existe pas. Ok. Parce que vous avez refusé qu'il n'y a pas de cas, mais les parlementaires actuels, je ne parle même pas, au chimère du droit constitutionnel, j'ai dit, je ne peux même pas appeler les parlementaires. J'ai dit les groupes qui sont au Parlement. C'est ça. D'accord. Oh, j'espère que vous abordez toutes ces questions dans cet ouvrage. Ceux qui ont besoin de l'avoir, ils peuvent nous contacter à partir du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, on va aller rapidement parce que le temps nous fait défaut. On prend d'abord la première partie, Bochab et les questions des mots dans les justifications du pouvoir. Vous répartissez cette partie en deux chapitres, critères du langage du pouvoir, exercice de la souveraineté. Très brièvement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Le professeur Bochab dit ceci. Les langages, les logos, comme on nous apprend à l'école, doivent être bien compris parce que souvent on dit les logos c'est les discours, mais non, ce n'est pas les discours. Les logos c'est la capacité qu'a les langages de rassembler les éléments. Alors, ces rassemblements-là doivent tenir compte d'un vocabulaire précis. C'est pourquoi il dit en français, on a emprunté telle théorie. Par exemple, les Français, souvent, sont les Français. Mais ça ne dit rien chez nous. Ça ne dit rien chez nous. Et les parlementaires, comme vous venez de dire, on dit la représentation. Donc, la représentation. Les parlementaires sont qui? Sont nos représentants. Non, ils ne sont pas que nos représentants. Parce que même les ministres sont nos représentants, même les cours et tribunaux sont nos représentants. Et on a dit dans notre constitution que tout doit être représentatif. Donc si vous avez le ministre, nous, dans l'Équateur, nous devons trouver quelqu'un de chez nous qui est dans le gouvernement. S'il n'est pas dans le gouvernement, c'est que le gouvernement n'est pas représentatif. Alors si nous disons que les gouvernements sont des représentants, et les parlements sont des représentants, quel est maintenant le rôle des parlementaires? Qu'est-ce qu'ils sont? Et c'est comme ça, nous n'avons plus de parlement. Pourquoi? Parce que leur rôle de gérer l'État comme ceux qui doivent contrôler, ils doivent contrôler le pouvoir, ils ne le font pas parce qu'ils ont fait allégeance à ces mêmes pouvoirs. Ils ont dit, nous devons soutenir les pouvoirs. Donc, ils oublient qu'ils sont un pouvoir. Ça ne va pas. Et c'est la pratique politique qu'on a vécue depuis des années dans ce pays. Dans ce pays. Les 18 dernières années, c'est la même pratique. On fait allégeance devant l'autorité morale. On signe un acte d'allégeance. Non.
En quoi c'est illégal selon vous? Comment? En quoi c'est illégal? Mais ils n'ont jamais dit que, vous voyez ces gens de l'époque, que toute personne signe. Bon, vous parlez de 18 ans, il faut parler de Kabila, non? Est-ce que Kabila, il n'y avait pas un pouvoir parlementaire qui est dit, vous, tous les députés, vous devez faire allégeance à Kabila. Si vous ne faites pas allégeance à Kabila, il n'y aura pas votre part ici. Et les partis politiques commençaient à diviser en leur sein, à telle enseigne que nous avons quelques députés qui sont dans les mêmes partis, de même parti qui sont à la majorité, et quelques autres députés de la minorité, des mêmes partis. C'est quoi ça? Donc, voilà. Donc ça, c'est le langage qui est créé. Bon. C'est ça. Alors, on voit les deux autres chapitres, parce que je dois prendre aussi un élu qui m'attend dans les coulisses. On termine l'émission. Alors, les deux chapitres de la deuxième partie, fonction juridique, l'État et terrain vague de son exercice, mais aussi fonction normative de l'État. Dites-nous quelque chose là-dessus avant que je ne prenne. J'annonce déjà aux téléspectateurs l'honorable Charles Maningoï, élu de la Lomami, qui va nous parler de ses vacances parlementaires. Là, il y a les problèmes de régime, hein, comment on classifie les pouvoirs. Et on a un des éléments très importants, c'est celui de la représentation dont je vais te parler. Oui. Parce que les États-Unis, l'exemple de Bochab après les États-Unis, les États-Unis ont un président et leur système, c'est le système présidentiel. Et nous avons le système semi-présidentiel. C'est selon ce que nous disons. Mais alors, quel est le point les plus importants de cette manière de voir les choses? C'est question de dire tout simplement, c'est le pouvoir représentatif. Parce que ce ne sont pas les élections qui font les présidents des États-Unis pouvoir, comment on appelle, présidentiel, ou les élections qui font de notre président pouvoir semi-présidentiel, mais c'est notre système qui a voulu cela. Mais sinon, nous avons tendance à croire que le système américain, le système... Non. La pratique nous montre ce qu'il doit nous montrer, c'est ce que nous sommes montrés. Tout à fait. Alors, on va devoir terminer par quelques petites questions. La toute première, elle est vraiment directe, parce que vous êtes commentateur des écrits d'Évariste Bochab, qui est lui-même un élu, sénateur de surcroît, à vous suivre, lui-même aussi, n'est pas un représentant du peuple au Parlement. Non, au regard de votre théorie. Il n'est pas, parce que... Il est aussi de l'Union sacrée actuellement. Oui, mais c'est ce que je dis. Et il a raison d'y aller. Comment ça? Mais vous contredisez. Non. Vous interdisez une chose que vous autorisez pour lui, pourquoi pas se votre maître à penser? Je n'ai pas interdit. Oui. J'ai dit depuis 2020, oui. Il n'y a pas au Parlement des députés. Il y a seulement les amis qui sont là-bas ensemble. Bochab aussi n'est pas... Mais sénateur. Ils ne sont pas, les parlementaires, ils n'existent pas. Mais pourquoi son parti fait allégeance à la plateforme du président, l'Union sacrée? Mais ils étaient toujours ensemble, non? Vous ignorez. Comment ça? Vous ignorez que PPRD et IDP étaient ensemble. Dans la social-démocratie? Oui. Mais c'était des partis antagonistes sur le plan politique. Les gens, peut-être, les gens ne s'entendaient pas, mais c'est la social-démocratie. Ça ne suffit pas gérer ensemble, ils n'ont pas géré ensemble. Alors, non, mais ils ont formé leur ensemble. Mais maintenant, tout ce qu'ils ont fait, depuis 2020, les parlements n'existant pas, ces gens-là peuvent faire ce qu'ils font. Ils peuvent faire tout ce qu'ils vont et ils veulent, mais ce n'est pas... Le Parlement n'existe pas. Cela vous engage, professeur. Peut-être qu'on organisera un débat contradictoire avec notre juriste et notre philosophe pour vous écouter. Alors, on termine. Quelle est la dimension horizontale, la dimension sociale de cette théorie? C'est vrai, c'est la science, un bon français, des notions de droit, des notions de philosophie politique. Dans le contexte actuel du Congo, en quoi cet ouvrage peut profiter aux Congolaises et Congolais? Bon, cet ouvrage n'a pas un caractère, comment je dirais,
le terme, mais discursif, non, épistémologique. Il n'a que la dimension verticale que vous avez développée, mais l'horizontale. Ce que j'ai fait d'une manière horizontale, c'est réservé aux gens qui sont dans les domaines. Comme je venais de dire qu'il n'y a pas de parlement, il faut pour me répondre, il faut vraiment réfléchir. Réfléchir pour me répondre. Si vous ne réfléchissez pas, vous n'allez pas me répondre. Mais j'ai utilisé un langage un peu normal et avec un vocabulaire un peu plus simple. Pour que tous les citoyens congolais, tous les citoyens belges, tous les citoyens allemands qui me lisent arrivent à savoir que les politiciens arrivent à nous tromper. Arrivent à nous tromper comment? Parce qu'ils veulent prendre ce que nous appelons le sophisme. Hein? Ils prennent quelque chose dans un autre terrain. Ils viennent, ils glissent. Et nous sommes convaincus que c'est un terme, ça va, mais il faut vraiment la prudence que je conseille au peuple d'être prudent parce que ces gens-là sont très dangereux. Merci beaucoup, professeur Fotioski Pambala. Vous êtes, je l'ai dit en avant-propos, professeur de philosophie à l'Université de Kinshasa, auteur de plusieurs ouvrages. Nous avons fait une émission avec vous ici sur les chimères du droit constitutionnel. Aujourd'hui, vous nous amenez sur ce plateau Théorie bochabonienne de l'État ou politique instrumentaliste publié cette année, en 2023. À tous ceux qui veulent lire cet ouvrage ou qui ont des questions à poser à l'auteur, vous pouvez nous écrire au bas de l'écran. Nous allons transférer vos préoccupations et il va y répondre. Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui aussi, c'est vendredi saint pour les amis catholiques. Que le Seigneur les garde. Nous sommes encore là. Et les dimanches, nous fêtons dimanche des rameaux. Nous, les rameaux. Vous, c'est les rameaux, oui. Les rameaux. Et que le Seigneur garde tout le monde pour que nous puissions aller dans la joie et qu'un jour nous puissions chanter la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Père Fotios. Merci de votre disponibilité à répondre comme d'habitude à nos invitations. Merci. Vous avez une messe à lire tout à l'heure à Kassangourou. Je vous souhaite un très bon voyage. Merci. Et à très bientôt avec le plaisir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci.